Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'ai l'immense plaisir d'accueillir Yann Loin de la Philippe. belle maison Pictet. Bonjour Yann. Bonjour Philippe. Comment ça va? Bah écoute, très bien. Et toi? 7 ans dans cette belle maison? 7 ans déjà, oui, 2018. 2018. Ça commence à remonter, ouais. Ouais, mais sinon oui, effectivement, je réponds à ta question, tout va bien. Et tout ira beaucoup mieux après d'avoir appris plein de choses sur le long short. On va parler de long short donc, est-ce que tu peux me rappeler un peu tout ce qu'il y a autour de ce mot? Oui, alors c'est vrai que le long short, on n'identifie pas tellement Pictet aux stratégies long short encore aujourd'hui, hein. C'était l'un des grands objectifs quand je suis arrivé chez Pictet il y a justement 7 ans. C'était de faire émerger cette classe d'actifs qui est une spécialité de la maison Pictet à côté de la gestion thématique. Et c'est vrai que nous avons déployé ces stratégies sur le marché français. Et parce qu'elles ont un avantage particulier, c'est qu'elles permettent de contrebalancer également la gestion thématique, qui est plutôt une gestion long only, avec un niveau de risque un petit peu plus élevé. Et là, nous travaillons sur des solutions qui sont également exposées au marché action, au marché obligataire, mais avec une fonction longue et short qui permet d'écraser le risque et de répondre à une demande qui est de plus en plus large, qui est la demande de stratégie à plus faible volatilité. Plus faible volatilité, c'est ce qu'on retient de la stratégie long short, mais j'imagine bien évidemment que toute la recherche fondamentale qui est celle du Pictet, et notamment sur les thématiques ou autres, faites-vous une marque de fabrique différente sur ce métier-là, sur ce marché-là? Alors c'est vrai qu'on a la chance d'avoir 30 bureaux à travers le monde, donc de véritablement avoir des centres d'expertise répartis un petit peu partout sur le globe, donc d'avoir cette capacité de piloter des stratégies qui sont exposées à l'international. Alors c'est vrai qu'on a commencé avec une stratégie qui est phare, qui est Atlas, qui est une stratégie long short action internationale, qui va nous permettre de profiter quelque part de toutes les dispersions régionales et sectorielles. Et puis nous sommes allés un petit peu plus loin, plus récemment, avec une stratégie qui s'appelle Sirius, et qui, elle, va adresser les marchés émergents et frontières. Hein. Les marchés frontières, ce sont les marchés après les marchés émergents, en termes de stade de développement. Donc les big caps, ou on va dire les grands pays, donc ça va être les États-Unis, les pays d'Europe, le Japon, la Chine. La Chine, tu les mets dans les émergents ou pas? On met la Chine dans les émergents, oui. Encore. Pourtant, ils sont plutôt bien émergés. Après, tu as les stratégies sur les émergents et les frontières. Alors, je ne connais pas du tout cette... Alors, les stratégies frontières, on va retrouver des pays comme la Serbie, comme la République dominicaine, comme l'Ouganda, par exemple, comme le Kazakhstan, un pays qui t'est cher. Et c'est vrai que ce sont des pays qui ont plusieurs avantages. D'une part, ça permet de sortir d'un certain consensus de marché. On a des marchés qui sont de plus en plus concentrés, notamment autour des acteurs technologiques, et puis d'adresser des marchés qui sont très spécifiques, dans lesquels, alors ça fait partie de notre sélection, il y a très peu d'acteurs étrangers qui sont très peu spéculatifs. Très, très sincèrement, c'est la première fois dont j'entends parler de stratégie sur ces pays-là. On a développé une véritable expertise, notamment grâce à Philippe Petit, qui est le gérant de la stratégie, qui depuis 30 ans travaille sur ces marchés émergents et frontières, qui a dû développer une véritable expertise et qui a souhaité créer une solution d'investissement qui a vocation à absorber le risque. Alors, gestion du risque et marché frontières, ça peut parfois porter à confusion, poser question, mais c'est quelque chose qui fait très bien. Depuis 2020, je crois que le drawdown de la stratégie max est inférieur à 3%. Et quel que soit l'environnement de marché dans lequel on s'est trouvé, que ce soit un environnement récessionniste, inflationniste, avec des chocs de marché que l'on a connus comme la guerre en Ukraine, comme le Liberation Day, etc., la capacité de cette stratégie-là est complètement décorrélée des grands indices traditionnels, que ce soit l'indice action émergent, l'indice action monde, l'indice obligataire également monde. On a une corrélation de 0 et une stratégie qui est véritablement une stratégie de performance absolue qui permet d'une part d'être complètement agnostique au marché et de construire une performance isolée de toutes les grandes tendances auxquelles sont soumis les marchés plus traditionnels. Tu disais un peu moins de 3% de pertes maximum enregistrées. Quelle est la performance annualisée de cette stratégie? On a une performance qui est, une fourchette peut-être entre les deux, qui est plutôt située entre 5 et 10% annualisée sur ce type de stratégie, avec l'objectif en tout cas de performance est véritablement d'aller chercher 4 à 6% de performance au-delà du taux sans risque. Donc c'est propre. Donc c'est plutôt cohérent avec un niveau de risque aux alentours de 3% et donc un indice de classification de risque de 2/7.
Écoute, je pense que ça va être passionnant de discuter avec le gérant de cette stratégie-là, parce qu'effectivement, investir sur ces pays-là, on n'imagine pas comment on peut peut-être, enfin, je dirais trouver du papier, mais en fait, sur une stratégie comme ça, c'est toujours un peu différent. Si je dois donner le nom du fonds, enfin, tu vas le faire à ma alors la place. stratégie, c'est la stratégie Sirius. Et pour répondre à ta question, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'effets de saisonnalité. L'un des grands thèmes de la stratégie, c'est la saisonnalité. Et pour reprendre par exemple l'exemple du Kazakhstan, parce que c'est un exemple qui est assez caractéristique, nous travaillons avec beaucoup de pays exportateurs, et notamment des pays exportateurs de matières premières. Un gros producteur de pétrole, le Kazakhstan. Exactement, et qui ont des effets de saisonnalité. Et typiquement, ce qu'a remarqué le gérant, mais depuis très longtemps, c'est que chaque année et chaque trimestre, le Kazakhstan doit faire face à des facturations. Donc c'est à peu près le 26 de chaque trimestre. Donc tous les 3 mois, le 26, il y a un effet facturation qui a un effet direct sur la devise du Kazakhstan. Et donc on joue cet effet de saisonnalité tous les ans. Alors on le fait avec des mouvements sur les banques centrales. On le fait également avec des pays qui, comme l'Indonésie par exemple, qui a l'habitude d'émettre du papier en début d'année, qui est un pays un petit peu plus prudent, donc qui va émettre plutôt en début d'année qu'en fin d'année. Au contraire, sur les pays qui émettent en fin d'année, on va plutôt être opportuniste parce que sous pression, parfois, le pays peut avoir du mal à distribuer son papier. Donc il y a beaucoup d'effets comme ça de saisonnalité, de régularité dans ces marchés-là, et qui nous permettent d'être assez actifs et de pouvoir quelque part constituer au début d'année la performance, en tout cas d'avoir une certaine prévisibilité dans la performance. Yann, c'est passionnant. Je vais te remercier de nous faire partager ça. C'est une vraie diversification. Merci beaucoup. Et je terminerai par une petite question. Je peux te souhaiter quoi pour 2026 ? Écoute, beaucoup de collecte et surtout du succès pour Sirius. Merci beaucoup. Merci Philippe.